Solidarité et Progrès. On est à Opéra là, à Paris et aujourd'hui en fait on est venu pour dénoncer la Commerzbank qui est au premier et deuxième étage de cet immeuble. La Commerzbank qui donc vole et affame le peuple afghan, notamment comme d'autres banques européennes, d'autres banques américaines et notamment la Réserve fédérale américaine sont en train de conserver, de voler 9,5 milliards de dollars de la banque centrale afghane. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu le départ des Américains en août dernier, on est en train de voir l'Occident, les pays européens et les États-Unis et l'Angleterre tirer le tapis sous les pieds de la population afghane alors qu'elle est en train de vivre une crise alimentaire extrêmement grave, une des plus grosses crises humanitaires depuis le temps récent. Donc ça fait depuis 6 mois qu'avec Solidarité et Progrès et avec l'Institut Schiller, qui est le think tank au niveau international avec lequel on travaille régulièrement, on fait en sorte de pousser à l'apaisement, à la pacification et au développement de l'Asie centrale et de mettre un terme à 50 années de guerre impériale anglo-américaine pour diviser le continent eurasiatique. Donc voilà, ce que nous, si on est là aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est pour vous amener qu'aujourd'hui on n'est pas dans un choc des civilisations. On est dans une guerre de l'oligarchie financière, de l'oligarchie anglo-américaine contre les civilisations. Et donc, ce que là on vous demande de faire, c'est de faire connaître cette situation, ce scandale de la Commerzbank, ce scandale des autres banques. Donc là, on a Benjamin qui va nous parler de ce vol des fonds de la Banque centrale afghane. Chérine nous parlera de ce qu'est la situation sur le terrain là-bas pour des millions d'êtres humains. Mais donc voilà, on vous demande de partager cette vidéo, de la liker, de mettre les commentaires, on répondra pour faire en sorte de préciser ce qu'est la situation et ce qui peut être fait. Mais il faut absolument pas que dans ce que est l'inondation d'informations actuellement, d'événements, de meetings, de t-shirts à vocation militante, etc., on se laisse embarquer dans la série d'événements au détriment de ce qui fait de nous des êtres humains et des êtres de raison. C'est même en criant fort, en fait, ça veut pas dire qu'on est souverain. La connerie crier fort, ça fait pas la souveraineté. Donc là, on vient discuter de comment on doit et on peut changer les règles internationales, faire en sorte que la France participe à ce qu'il y ait une bataille au niveau international contre l'oligarchie pour le développement des peuples. Donc sur cette question, Benjamin, sur cette question donc des fonds, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la situation pour les fonds de la Banque centrale afghane? Eh bien, en fait, c'est bien ça. À la base, la Banque centrale afghane a 9,5 milliards de dollars d'actifs. Ces actifs, du fait de la guerre en Afghanistan, se sont retrouvés notamment dans des banques internationales et en particulier à la Réserve fédérale à New York, 7 milliards d'entre eux. Tout le reste se retrouve sous forme de dollars, d'euros et de livres sterling ailleurs. Notamment à la Commerzbank, vous avez l'équivalent de 500 millions, un peu moins, d'euros qui sont à la Commerzbank. Que font ces institutions? Elles bloquent ces fonds. Elle bloque ses fonds et la situation, c'est que du coup l'économie afghane ne peut pas tourner. Mais l'économie afghane, c'est pas juste quelques personnes qui s'enrichissent, etc. C'est des gens sur place dans le concret qui travaillent dans l'agriculture, dans la santé, etc. Vous avez la Banque mondiale aussi qui a bloqué un fonds de 440 millions de dollars qui devait en fait financer des travailleurs de la santé et des enseignants. Vous avez aujourd'hui 12 000 travailleurs de la santé et surtout travailleuses de la santé, parce que c'est beaucoup de femmes en Afghanistan, qui aujourd'hui se retrouvent sans salaire et où vous avez Médecins sans frontières qui est sur place et où le gouvernement afghan a proposé à Médecins sans frontières de prendre la suite parce que lui ne pouvait plus, par exemple. Ça, c'est par rapport à ce qui se passe. La liste c'est qui détient actuellement les fonds? Qui détient? Alors, essentiellement la Réserve fédérale, un gros bloc. Vous avez la Commerzbank qui est ce qui arrive juste derrière avec ses 491 millions. Et le reste, c'est en fait à divers endroits. J'en ai trouvé un peu à la City, un peu dans des paradis fiscaux ou des trucs comme ça. Sont sans doute placés, liés pendant l'occupation des États-Unis. Parce qu'en fait, on sait que pendant l'occupation, il y a eu beaucoup de blanchiment d'argent de la drogue qui se sont faits. Ça a explosé pendant l'occupation afghane. Et à tous les coups, il y a eu des transferts de ce type qui se sont faits aussi par ce biais. Okay. Donc il y a la Russie, la Chine, tout ça? Alors, la Russie et la Chine, ils se sont plusieurs fois réunis avec le Pakistan pour dire
concrètement comment on fait pour sortir l'Afghanistan de l'état où il est, notamment en proposant des grands travaux et des choses comme ça. Alors nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est l'opération Ibn Sina. On a un article dans le journal qui est de septembre 2021, que vous voyez ici, où vous avez Monsieur Hussein Askari qui propose concrètement. Vous avez Hussein Askari ici qui propose concrètement de faire une boucle avec au niveau des infrastructures, parce que vous voyez les chemins de fer en rose ou en rouge, c'est des chemins de fer qui n'existent pas en Afghanistan. Aucune grande ville afghane n'est reliée à une autre par un chemin de fer. Elle est reliée à l'extérieur pour faire du commerce avec le pays frontalier, mais c'est tout. Et ça, par exemple, ça pose beaucoup de problèmes en termes de redistribution des richesses au niveau du pays, en fait. Ok, parfait. Maintenant, on va voir, donc Chérim, est-ce que tu peux nous briefer sur quand même que la Commerzbank est en face d'elle, ce qui est les conséquences exactes. Les conséquences, alors ce que je vais vous donner, c'est un peu une idée chiffrée en fait de qu'est-ce que ce pays. C'est 38 ou 40 millions d'habitants, là peut-être vous m'entendez mieux. L'Afghanistan, ouais, c'est autour de 38 millions d'habitants. On dénombrait en avril 14 millions de personnes qui étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ça a augmenté à 18 millions, presque 19 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë vers octobre. C'est un rapport de la FAO et du Programme alimentaire mondial, donc de l'ONU, qui ont chiffré ça. En plus de ça, vous rajoutez une sécheresse, le chaos des retraits des forces américaines. Donc ça va pas bien du tout. Et il faut bien s'imaginer. Là, je vous sors des chiffres en fait qu'on a cités que l'Institut Schiller a cité dans l'opération Ibn Sina. Ça date du 5 novembre. Vous le trouvez sur le site de l'Institut Schiller. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le désordre, comme je vous disais, a commencé bien avant. Et en fait, dès le mois de mai. C'est pas dans cet article-là que j'ai les données, mais dès le mois de mai, les fonds qui passaient par les institutions internationales comme le FMI ou autres, dont ce que Benjamin a parlé pour envoyer les salaires à des enseignants, à des soignants, ces fonds-là ont été bloqués dès le mois de mai. Donc ça fait quand même un moment on pouvait s'imaginer que ça allait s'empirer. Et ce dont je voulais vous parler aussi, c'est de la situation pour les enfants. Parce que c'est un peu ce qu'on a voulu mettre de l'avant sur notre affiche. Là, on ne le voit pas bien, mais c'est gravissime. Donc, ce que j'ai dans un article de Solidarité et Progrès de septembre dernier, c'est des données qui ont été transmises par... Alors, j'ai pas la source exacte, mais en tout cas... Ah oui, c'est ça. C'est un rapport donc de l'ONU de septembre qui chiffre à 10 millions d'enfants afghans qui vivent des aides alimentaires, 1 million qui souffrent de malnutrition aiguë, 1 million d'enfants, et 4 millions sont déscolarisés. Parmi toute la population, il y en a 72% qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est comptabilisé à vivre avec $2 par jour, par personne. Et que les sanctions mises en place augmenterait ce chiffre de 25% supplémentaire. Donc dans ce qu'ils appellent en dessous du seuil de pauvreté. Et pour finir, on estime le risque de gens qui pourraient mourir de faim cet hiver à 4 millions d'Afghans. Donc c'est pas rien. C'est ce qui fait dire à David Beasley, qui est le directeur du Programme alimentaire mondial, qui fait des appels répétés. Là, depuis quelques mois, il est en train de tirer la sonnette d'alarme que l'Afghanistan vit la pire crise humanitaire dans le monde. Effectivement, quand on voit les chiffres, j'en parlais l'autre jour à quelqu'un, 95-97% d'un seul pays qui serait amené à vivre en dessous du seuil de pauvreté, quand il y en a déjà presque les 3/4, on se dit mais attends, ils en parlent pas au JT en fait. Et donc à un moment donné, ce qui serait bon, ce serait d'avoir une sorte de curseur quotidien où on nous parle de ça. Tous les jours, on nous dit combien il y a de cas de Covid, combien il y a de morts dans le monde. Ces chiffres-là sont accessibles. Le ministre, quand il vient vous faire un rapport pour annoncer des nouvelles mesures,
Il y a toujours quelqu'un qui va venir expliquer la situation, comment ça se passe en France, en Europe, les pays voisins, on va faire ci, on va faire ça. Mais là, en fait, sur des problèmes qui sont graves et qui seront pas terminés après la pandémie, on nous en parle pas. Et sachant qu'en fait, c'est forcément des foyers pour l'apparition ou la propagation de maladies de toutes sortes. Donc c'est absolument indispensable de penser à ce qui se passe à côté. Et j'avais une autre chose dont je voulais vous parler justement, parce que effectivement il y a l'Afghanistan, il y a les autres. Vous avez peut-être entendu parler du fait que Elon Musk s'était prononcé sur la possibilité de donner, je sais plus, c'est peut-être 1 ou 2% de sa richesse pour arrêter la famine dans le monde. En fait, c'est une réponse à un appel justement de David Beasley du Programme alimentaire mondial, qui a fait un appel aux hommes les plus riches de la planète en disant faites quelque chose. Il suffirait d'avoir 6,6 milliards de dollars pour sauver 42 millions de personnes dans le monde, pour donner pendant 1 an un repas par jour à 42 millions de personnes dans le monde. Et donc en fait, Elon Musk a répondu à David Beasley en disant ok, mais dis-moi comment cet argent va être utilisé pour qu'on puisse transmettre à tout le monde la confiance que ça va effectivement aller là-dedans. Donc Beasley a répondu comment cet argent pourrait être utilisé. Alors il y aurait, vous pourriez trouver, même par exemple dans Ouest France, il y avait un article là-dessus qui décrit les détails de, voilà, est-ce que c'est pour le transport de nourriture, est-ce que c'est pour les tickets alimentaires, est-ce que c'est, il y a beaucoup de choses à mettre en place, rien que la logistique par exemple. Mais c'est pas grand-chose, hein. Quand on se dit c'est 1% de la richesse d'une personne, bon, effectivement, ça demanderait pas grand-chose. Et donc ces 42 millions de personnes, les cas les plus brûlants, c'est le Yémen, où il suffirait pour eux d'1,2 milliard. C'est 5 millions de personnes qui sont dans des besoins aigus. L'Afghanistan, alors j'espère que vous m'entendez bien. L'Afghanistan, c'est 5 fois plus de gens, mais c'est des besoins en argent qui sont moindres. Donc des fois c'est pas forcément mathématique, hein. Il y a des fois quand les zones sont plus facilement accessibles, je sais pas, il y a peut-être différentes raisons. Mais il y a 5,5 millions de personnes en Afghanistan qui sont dans des besoins aigus et il faudrait 500 millions pour eux de dollars. Il y a la République démocratique du Congo, où là-bas, c'est 6,7 millions de personnes qui sont dans cette situation. Et il faudrait 200 millions de dollars pour eux. Donc effectivement, Elon Musk et je ne sais qui d'autre qui aurait de quoi faire. On est dans cette période où voilà, les ONG font des appels à des dons, parce que c'est le mois de décembre, c'est le dernier moment où les gens peuvent faire des dons déductibles d'impôts. Et nous aussi, à Solidarité et Progrès, on vous appelle à faire des dons à notre mouvement. Mais pour des missions comme voilà, arrêter la famine dans le monde, c'est vrai que Solidarité Progrès, nous on n'est pas une association humanitaire. Vous n'allez pas donner de l'argent pour qu'on donne un repas par jour par personne à 42 millions de personnes. Pour ça, il faut se battre politiquement, il faut montrer la réalité des choses et il faut montrer que des fois il suffit de pas grand chose. Donc ça c'est l'urgence. Et je comptais parler de la suite, mais du coup c'est vrai qu'on l'a un peu montré avec Benjamin, mais c'est peut-être important de resituer que les corridors dont on parlait, c'est la connexion avec les nouvelles routes de la soie. Et alors ça, c'est l'extension des projets des nouvelles routes de la soie à l'échelle mondiale. Si toutes les puissances du monde pouvaient coopérer ensemble, l'Afghanistan est ici. Donc vous pouvez vraiment voir que déjà historiquement, c'est le cœur de l'Asie centrale. C'est là où passaient les caravanes il y a 2000 ans. Une caravane pour transporter la soie, les épices, les pierres précieuses. Et donc, si on débloquait ça aujourd'hui, non seulement l'Afghanistan pourrait carrément vivre mieux, mais ça pourrait donner un tremplin énorme au développement mondial. Donc, il faut s'imaginer que l'Afghanistan puisse être un moteur dynamique d'économie dans l'Asie centrale et donc pour le monde. Donc voilà, que peut-être l'Afghanistan puisse aider la France à développer des projets communs. Donc voilà, je vous propose de développer votre courage pour réfléchir à tout ça.
Et donc Rémi va terminer. Ouais, donc juste un tout dernier mot donc pour rappeler donc, que si vous pouvez partager cette vidéo, là on a passé la journée pour essayer de pourrir la notoriété locale de la Commerzbank en se promenant autour de leur bureau et en faisant en sorte de trouver leurs collègues, mais de leur salir la réputation, parce qu'en fait, comme disait Assange, les guerres commencent par des mensonges, la paix elle commencera par des vérités. Donc si ils veulent pas dans les médias, dans leur vie quotidienne, parler de ce qui est réellement les conséquences de leurs actes, nous on a à le faire connaître absolument. Et la chose que je voulais absolument dire, là les fêtes de Noël arrivent, les discussions politiques vont soit être évitées, soit pas, vu la situation aujourd'hui, ça va être difficile de les éviter totalement. Mais donc la solution consistera pas seulement à faire tomber cette oligarchie financière. Il faut les faire tomber, c'est une chose, mais pour une bonne raison, c'est que c'est à nous de reconstruire et de construire les choses. Si aujourd'hui c'est une honte de laisser les Afghans dans cette situation-là, c'est que ces gosses-là, en fait, ont un potentiel énorme de faire des choses, et c'est valable ici. C'est que le commerce de la drogue, depuis l'opium afghan jusqu'ici, c'est des gens qui se défoncent depuis les rues, depuis, je veux dire, tout le monde connaît en fait des gens qui se défoncent dans la vie, à plus ou moins grosse échelle, mais la montagne du crack du côté de Porte de la Chapelle jusqu'à l'Assemblée nationale et dans les plateaux télé. Déjà, ça se défonce de partout et c'est pas pour notre bien. Donc il faut qu'on combatte ce trafic de drogue qui est aujourd'hui c'est entre 500 et 1000 milliards de dollars qui chaque année sont dus à ce trafic de la drogue. La Commerzbank a fait partie elle-même d'une liste définie par l'autorité financière américaine en 2015 comme établissement bancaire suspect du fait de ses activités avec une banque afghane. Donc ces gens-là aujourd'hui, si ils voient les Afghans retourner à la production d'opium, ça les intéresse quelque peu. Il y en a certains dans ces milieux bancaires qui, comme disait Antonio Mario Costa, qui était en 2008 le responsable de la lutte anti-drogue à l'ONU, depuis la crise financière, c'est plus les mafias qui cherchent les banques, c'est les banques qui cherchent les mafias. On travaille donc avec l'Institut Schiller aujourd'hui, avec l'ancien représentant de l'ONU à la lutte anti-drogue, qui a fait en sorte dans les années 90 de combattre l'opium en Afghanistan. On fait en sorte aujourd'hui qu'il soit de nouveau représentant de l'Occident en Afghanistan. On fait en sorte que voilà, qu'il y ait de la part des nouvelles générations une volonté de reconstruire et pas seulement qu'on se mette dans des camps entre gens qui d'un côté et de l'autre vont se taper dessus. On veut faire en sorte que au niveau de la France, au niveau international, on aille au plus haut niveau, c'est-à-dire gouverner la finance et relancer les constructions pour ce qu'il nous faut. Pas seulement se trouver une tête de Turc et taper dessus. Voilà, donc partagez cette vidéo autant que vous pouvez, parlez-en autour de vous, appelez-nous et rejoignez nos mobilisations voilà, qu'on mène tous les jours. À bientôt.